Aujourd'hui, nous allons donc terminer donc le chapitre 3 concernant donc euh, le calcul numérique de l'intégrale. Et puis, nous allons entamer le chapitre 4, on va dire qui est le dernier donc, chapitre, qui est donc quelques méthodes de résolution des équations différentielles, mais des résolutions numériques encore une fois, donc des équations différentielles. Bon, je vous rappelle que là, c'est de pratiquement, on va dire, de 10h15, 10h10 jusqu'à midi, au midi moins 5, c'est la séance réservée au cours. Après, nous allons prendre une petite pause de 10 minutes et nous allons enchaîner avec une séance télé, suivant votre emploi du temps. D'accord? Bien. Alors, la dernière fois, nous avons commencé à parler donc de l'intégration numérique, des méthodes numériques pour calculer une intégrale. Nous avons dès le début, donc parlé de deux méthodes, on va dire, ou deux types de méthodes. Nous avons dit qu'il y a des méthodes bon, pour des cas simples qui ont une explication, une interprétation géométrique qu'on peut donc voir sur un graphique par exemple. Et nous avons donc, entre autres, présenté les méthodes dites de rectangle à droite, à gauche, milieu, de trapèze, et la méthode des trapèzes, qui est donc une méthode qui utilise donc plusieurs trapèzes en même temps, donc ce n'est pas donc. Nous avons vu toute cette partie géométrique, mais nous avons dit que pour plus de précision, nous ne pouvons pas toujours obtenir ces donc on va dire représentations géométriques et ces approximations géométriques. Et d'où la méthode donc générale que nous avons donc définie, la méthode générale qui consiste à utiliser donc le polynôme d'interpolation. Donc nous avons dit que nous allons considérer que l'intégrale entre a et b d'une fonction f de x dx, elle est approximativement égale, elle est approchée par l'intégrale de AB Pn de x dx. Alors Pn, c'est un polynôme d'interpolation. Évidemment, tout dépend du degré de n. Hein. Si on prend donc le degré 0, 1, on peut retrouver les méthodes avec interprétation géométrique, mais si on prend n égale à 3 ou 4 ou 10 ou au-delà, on aura une meilleure approximation, mais l'interprétation géométrique, elle est la même. Il n'est pas toujours donc clair. Nous avons dit que cette méthode, quoique il peut nous donner une bonne approximation, mais c'est une méthode, si on la laisse telle qu'il est, c'est-à-dire l'intégrale de a à b f de x dx est approximativement égal l'intégrale de a à b Pn de x dx. Bah, si on utilise cette méthode sous cette forme, c'est que c'est une méthode qui va nous demander beaucoup de calculs. Pourquoi? Bah, j'ai un intervalle, une fonction. Je dois d'abord déterminer le polynôme d'interpolation qui consiste à déterminer évidemment les polynômes de Lagrange par exemple ou bien de Newton et ensuite calculer les intégrales, chose qui va être quelque chose de long, de détaillé. Nous avons vu donc juste l'autre fois que ça va demander donc calcul des LI. Chaque LI de x est de degré n. Et puis, nous avons donc l'intégrale de a à b Pn de x dx. Ça va être aussi une sommation de f de xi, l'intégrale de li de x dx entre a et b. Et que chaque intégrale ici va demander encore donc un calcul. Bon, le polynôme il est intégrable, il n'y a pas de problème, la primitive elle est connue, mais ça va demander beaucoup de calculs. Alors supposons maintenant que nous avons a, b, nous avons f et qu'on change a. C'est tout à fait possible pour une raison ou une autre. Et ben, il faut calculer l'intégrale cette fois de c à b, f de x dx. Donc, à ce moment-là, il faut tout refaire. D'accord? C'est-à-dire, reconsidérer l'intervalle CD, déterminer les points de discrétisation,
déterminer les polynômes de Lagrange, venir finalement déterminer Pn de x et puis l'intégrale. Bien sûr, c'est une méthode, mais c'est une méthode qui n'est pas pratique parce qu'il y a beaucoup de calculs et à chaque fois qu'une donnée est différente, donc la méthode nous impose de refaire les calculs du début. Donc, je rappelle que les données ici sont A, B, F et N. Il ne faut pas oublier N. C'est-à-dire, si je vais utiliser un polynôme d'interpolation de degré 2, ce n'est pas la même chose que lorsque je veux utiliser un polynôme d'interpolation de degré 4 ou de degré 5. D'accord? Donc, dès que l'un de ces paramètres change, il faut refaire les calculs dès le début. Évidemment, c'est une méthode qui est juste, mais qui n'est pas pratique. Hein. Il faut faire la différence entre une méthode juste et pratique, c'est-à-dire qui ne demande beaucoup de calculs et que donc notre objectif est toujours d'essayer de trouver des méthodes qui sont donc simples, c'est-à-dire que nous pouvons utiliser à chaque fois avec le on va dire moins de calculs, d'accord? C'est là donc notre objectif. Alors voilà. Donc, notre objectif est de trouver une méthode qu'on nous pouvons utiliser donc d'une manière un peu, on va dire, au terme d'analyse numérique, la moins coûteuse, qui demande moins de calcul. D'accord? Cette méthode, non, ce n'est pas le cas. Donc, nous avons vu par la suite la méthode de Newton-Cotes, qui est une méthode qui répond partiellement à notre souhait. C'est-à-dire, nous avons dit que nous allons considérer et définir une méthode qui est donc la méthode de Newton-Cotes, qui est une méthode qui va nous permettre, en fin de compte, de faire les calculs une fois pour chaque n, de déterminer des paramètres que nous allons utiliser et que finalement l'intégrale va dépendre seulement de A et B et F, chose qui est tout à fait normale, donc que l'intégrale dépend de A et B et F. Donc cette méthode, c'est exactement la méthode basée sur le polynôme d'interpolation, sauf que nous avons fait quoi? Nous avons fait une correspondance entre l'intervalle AB avec la subdivision ici qui est xi égale à A plus IH, d'accord? Et le IH ici, H c'est B moins A sur N. Donc vous voyez ici le rôle de joué par N. Tout dépend du degré donc de N. Si c'est N égale à 0, si N égale à... Bon, 0 ce n'est pas possible ici. N égale à 1, N égale à 2 et ainsi de suite. Donc X et Y sont les points d'intégration qui sont dans l'intervalle AB. Et nous avons établi une correspondance avec l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Pour le même N, nous avons ici, pour la même valeur N, pouvons déterminer H, bon, pour éviter les confusions, bon, je peux l'écrire H comme ça, qui est égal à 1 moins 1, c'est-à-dire 2 sur N. Et les points d'intégration qui sont θ i moins 1 plus i h bar ou h barré, donc c'est 2i sur h. Et à travers ce changement de variable, en fait, changement de variable affine qui est θ égale mx plus p, nous avons trouvé un passage entre la quadrature par rapport à l'intégrale AB, f de x dx, qui va s'écrire comme étant sigma oméga i f de xi, et la quadrature de l'intégrale moins 1 f de x dx, qui va s'écrire de la même manière, oméga i f de θ i. Et nous avons vérifié à travers un calcul
direct que exactement ici, c'est la même valeur. D'accord? Le oméga i, poids de l'intégration. Et donc, cette méthode, elle nous donne quelque chose d'important, c'est que pour calculer pour une certaine valeur n qui est fixée, pour calculer l'intégrale a, b, f qui dépend de a, de b et de f, je peux toujours calculer les oméga i pour le même n, la même valeur de n, les oméga i seulement moins 1, 1 et f. Bon, les oméga i, ils dépendent que de moins 1 et 1, et puis f, d'accord? C'est la même valeur. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que comme ici, oméga i dépend seulement de n, hein, oméga i ici, elle dépend de n seulement. Pourquoi? Parce que au lieu de calculer oméga i, les poids sur l'intervalle AB, on va les calculer sur moins 1, 1, qui est un intervalle fixe, qui ne change pas. Et donc, ils dépendent de quoi? Les oméga i, ils dépendent seulement de n. C'est-à-dire, je vais prendre n égale à 1, j'aurai les poids à utiliser pour n'importe quelle fonction. Regardez ici. Si j'ai les poids dans moins 1, 1, elles sont les mêmes pour n'importe quelle intégrale AB. Bien sûr, avec la même valeur n. D'accord? Et ça nous donne des méthodes qui sont bien définies. C'est-à-dire, je prends n égale à 1, je sais que j'aurai ici deux valeurs seulement, oméga 0 et oméga 1 à calculer. Je veux calculer l'intégrale AB f de x dx. Bah, avec cette méthode, c'est oméga 0 f de x0 plus oméga 1 f de x1. C'est une quadrature, donc il ne faut pas oublier b moins a. B moins a somme oméga i f xi. D'accord. Alors, j'ai les oméga ici. La méthode de Newton-Cotes me dit que ces oméga i peuvent être calculés juste dans l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Sur moins 1, 1, je vais déterminer les fonctions Li. Bon, je vais déterminer les θ i. J'ai θ 0 qui est égal à moins 1 et j'ai θ 1 qui est égal à 1. Et je dois déterminer les polynômes Li de x par rapport à moins 1, 1. Donc, je peux mettre un bar ici pour les distinguer. D'accord? L bar. D'accord? Qui va être égal à quoi? Il va être produit de x moins θ i sur θ i sur bien sûr le produit il est pour le tout sur θ j moins θ i. D'accord? Le produit c'est g allant de 0 à n, donc ici de 0 à 1 avec g différent de i. Donc une fois j'aurai x moins 1 et l'autre fois j'aurai x plus 1. L'essentiel c'est que là j'aurai la possibilité de calculer le oméga u une seule fois et de ne pas refaire ce calcul. Ben, c'est exactement cette méthode de Newton-Cotes. C'est ce que nous avons vu donc la dernière fois dans le détail. Alors, la méthode de Newton-Cotes, ça commence par une discrétisation. Maintenant, généralement, dans ces chapitres, que ce soit pour l'interpolation, pour l'intégration ou pour le dernier chapitre pour les équations différentielles, souvent, nous allons utiliser ce genre de discrétisation. D'accord? Discrétisation d'un intervalle AB, c'est de le couper en sous-intervalles de même amplitude. Donc, c'est de mettre des points, de placer des points entre A et B. Ben, ces points sont donnés par xi égale à A plus IH, avec H, c'est le pas. D'accord? C'est le pas de discrétisation qui est l'amplitude globale de l'intervalle, B moins A, divisé par le nombre de sous-intervalles que je veux. Donc, notez, encore une fois, je le répète, je répète ça, cette remarque, à chaque fois, il est important de se rappeler de cet élément. N plus 1 point, ils définissent n intervalles. Et il ne faut pas confondre donc le nombre d'intervalles avec le nombre de points. Voilà. Et donc, le changement de variable, la correspondance
dont j'ai parlé tout à l'heure entre AB et moins 1, elle est faite comme ça. Chaque point xi qui est un point de la discrétisation de AB qui est écrit A plus I B moins A sur N, il correspond à un point θ I qui est égal à moins 1 plus I 2 sur N. Évidemment, 2 c'est quoi ici? C'est 1, moins 1. Donc, c'est l'amplitude de l'intervalle moins 1. Le changement d'affine, donc le changement affine, changement de variable affine, je peux toujours écrire soit θ égale à mx plus qlon, ou écrire x égale à m' θ plus qlon prime. C'est la même chose, d'accord? Je peux, le changement de variable affine, je peux l'écrire de ces deux manières, d'accord? Je peux écrire θ égale à mx plus p, ou bien écrire x égale à m' θ plus p'. C'est la même chose. Après, bien sûr, il faut exécuter, faire les calculs pour chaque changement de variable suivant donc le changement de variable posé et choisi. Donc θ ici, d'accord? Voilà. Donc ici, moi j'ai travaillé avec ce changement de variable. La correspondance que je veux, c'est que AB va correspondre à moins 1. Et bien sûr, les xi vont correspondre avec θi. Pourquoi j'ai le droit de faire cette correspondance? Parce que je travaille avec la même valeur n, ici et là. Donc, si j'ai 3 points dans le premier intervalle, j'aurai 3 points dans le second. Si j'ai 18 points dans le premier intervalle, j'aurai 18 points dans l'intervalle moins 1. Donc, cette correspondance, elle est tout à fait naturelle. Donc, pour déterminer donc, ce changement de variable, ben, il faut déterminer m et qlon. Si quelqu'un pense à utiliser l'autre changement de variable, eh ben, il doit déterminer m' et qlon prime. Hein, pour éviter p, m' et qlon prime. D'accord? Comment je vais déterminer m et qlon? Ben, évidemment, tout simplement, c'est un changement de variable affine, c'est-à-dire c'est une équation de droite, j'ai besoin de 2 points. Ben, ces deux points, c'est la correspondance A avec moins 1 et B avec 1. Donc, je vais écrire ce que ça donne, cette équation, pour A qui correspond, A qui correspond à moins 1 et B qui correspond à 1. Donc, pour A, j'aurai ici moins 1 qui est égal MA plus qlon. Et pour B, j'aurai 1 qui est θ qui correspond à B. Donc, c'est 1 égale MB plus qlon. Ça me donne un système avec deux équations, deux inconnues. Bon, il n'y a pas plus simple que... Bon, bien sûr, les inconnus sont M et qlon. A et B sont connus, c'est l'intervalle de travail, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème pour résoudre ce système. On fait la somme, ça va nous permettre de déterminer la valeur de qlon. Puis, je prends la deuxième équation moins la première équation. Ça va me permettre de déterminer M. Et on trouve donc les valeurs de M et qlon. Voilà. M égale à 2 sur B moins A. Qlon égale à 2 sur B moins A fois B plus A sur 2. Je peux réécrire un changement de variable ici. Au lieu d'écrire θ égale à mx plus qlon, bah, comme j'ai ici alors 2 sur B moins A, je vais inverser. Vous comprenez pourquoi je veux ici B moins A, parce que ça me permet de calculer le pas, de déterminer le pas. D'accord? Donc, c'est une simple réécriture avec cette valeur de M, cette valeur de qlon, le 2 sur B moins A. Je l'écris 1 sur B moins A sur 2 et je le mets en facteur et j'aurai X et B plus A sur 2. D'accord? Que je peux écrire de cette manière-là pour une raison spécifique, pour bien présenter que θi, c'est cette valeur, il appartient à moins 1. Après, la correspondance fait que chaque θi est image, si vous voulez, avec cette transformation de xi. Donc, on peut l'écrire comme ça et finalement, on trouve la valeur de θ
de θ est connu, c'est-à-dire moins 1 plus 2i sur n. Donc, on détermine, si maintenant travaillons dans moins 1, 1, je vais déterminer les polynômes caractéristiques de Lagrange, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Li de x, c'est le produit de x moins θg sur θi moins θj. D'accord? Et puis, l'intégrale de moins 1, 1 de f de x dx, c'est le même que son polynôme d'interpolation. Polynôme d'interpolation, ici, attention, c'est le polynôme d'interpolation dans l'intervalle moins 1, 1. Donc, c'est par rapport au θi. D'accord? Donc, c'est la somme de f θi, elle est de x. Bien sûr, ici, f θi est une constante. La sommation est finie de 0 à n. Donc, je peux utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc, c'est-à-dire, au lieu de l'intégrale de la somme, je vais écrire c'est la somme des intégrales. Et comme f θi est une constante, j'utilise aussi la linéarité de l'intégrale qui me dit que l'intégrale de alpha f, c'est alpha l'intégrale de f. Et donc, je vais écrire ça comme étant cette sommation-là, f θi multiplié par l'intégrale de moins 1, 1. Évidemment, ici, la g moins 1, 1 li, il ne dépend, ce facteur-là, ce terme-là, il ne dépend que de n. Pourquoi? Parce que c'est li de x, c'est par rapport au θi, et les θi sont déterminés que par n. Il n'y a pas de, les θi sont sur moins 1, 1, sur l'intervalle moins 1, 1, donc ils ne dépendent pas de AB, ils ne dépendent pas de f, donc ils dépendent de n. Gn égale à 3, je vais pouvoir déterminer les θi, les li correspondants, et calculer les intégrales moins 1, 1. Et voilà. Donc, ici, je fais un petit jeu ici de division. Pourquoi? N'oubliez pas que dans une quadrature, il faut toujours commencer ici par b moins a. Donc, j'ai besoin de 2 ici, qui est 1 moins moins 1, donc b moins a. Donc, comme je n'ai pas de 2 ici, je vais multiplier par 2, diviser par 2. Et voilà ce que je vais noter comme oméga i. Et la quadrature prendra sa forme habituelle maintenant. 2 sigma f θi oméga i. Mais en plus de ça, nous allons voir le changement de variable, qu'avec ce changement de variable, les oméga i sont aussi les mêmes dans l'intervalle AB. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de calculer le polynôme Pn de x, qui est le polynôme d'interpolation sur l'intervalle AB, parce que ça va faire un calcul d'abord long, ensuite qui va dépendre à chaque fois des valeurs de AB. Donc, ce changement de variable, c'est un calcul exact, mathématique, donc c'est comme une démonstration si vous voulez. Donc, j'ai le θ qui est égal à x moins b plus a sur 2, b moins a sur 2, c'est la forme que nous avons trouvée tout à l'heure. Comme j'ai l'intégrale, c'est f de x dx, je vais inverser les variables, donc je vais écrire x en fonction de θ, je multiplie par b moins a sur 2, puis je transpose l'autre terme donc à gauche, j'aurai cette écriture. Et je peux ici factoriser, si vous voulez, regrouper ou mettre en évidence θ, voilà, mettre en évidence la forme habituelle des xi. Hein, c'est ce qu'on veut. Donc a plus θ plus 1 b moins a sur 2. Et puis, avec le changement de variable, je prends cette intégrale et j'applique le changement de variable comme ce que vous avez l'habitude de faire. La seule différence, c'est que A et B ici ne sont pas des chiffres, mais sont des valeurs qu'il faut utiliser comme ça, A et B. Hein. Vous avez l'habitude, lorsque c'est un calcul intégral avec une valeur à la place de A et une autre à la place de B, vous faites exactement le même travail. Là, nous allons faire le même travail en gardant A et B, mais nous considérons comme des constantes. Donc, le changement de variable, je vais l'extrémité, au lieu de A, c'est moins 1, au lieu de B, c'est 1. Je vais changer ici à l'intérieur la valeur x, f de x, c'est cette valeur-là, c'est la valeur donnée par le changement de variable. Et il ne faut pas oublier à remplacer dx. dx, hein, je regarde la forme ici, dx, c'est b moins a sur 2 dθ. Là, c'est une constante. Donc, je remplace ici. Voilà b moins a sur 2 qui sort. Voilà l'intégrale. Regardez ce que j'ai ici. Bon, peut-être ça va nécessiter donc on va dire un petit détail supplémentaire.
j'ai développé donc ce changement de variable. J'ai ramené f, l'intégrale de a, b, f de x dx vers une intégrale moins 1 à 1, f d'une expression, d'accord, qui dépend de θ. Donc, je peux tout simplement poser g de θ égale f de a plus 1 plus θ b moins a sur 2, je pense, voilà. Et donc, j'aurai cette intégrale-là comme étant moins 1, 1, g de θ, d de θ. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux dire que c'est somme, c'est b moins a qui est 2, somme oméga i, les poids calculés, fois g de θ i. Et puis, je vais remplacer g de θ i par l'expression ici. Au lieu de g θ i, ça va être f de a, 1 plus θ i, b moins 2. C'est les deux lignes un peu supplémentaires à ajouter ici, entre ces deux valeurs-là, entre en fait ces deux lignes de calcul, pour ceux parmi vous qui n'arrivent pas à voir ce passage, ben, je peux noter g de θ égale à toute cette fonction-là, f de a plus θ plus 1 b moins a sur 2. J'aurai l'intégrale de moins 1 à 1 de g de θ dθ. Je vais remplacer cette intégrale par 2 sigma oméga i g de oméga i. Ben, regardez, 2 il est là, oméga i il est là, et là, f de a plus θ i plus 1 b moins a sur 2, c'est g de θ i. Donc, j'ai exactement donc cette formule. Un peu d'organisation dans cette écriture, ça va me permettre d'écrire b moins a, sigma de f de a, 1 plus θ i, b moins a sur 2. Donc, finalement, ce point-là, ce a plus θ i moins 1 facteur de b moins a sur 2, je remplace θ i en fonction de xi, je développe les calculs, je vais trouver que ce qui est entre parenthèses là, c'est exactement xi. Et donc, je retrouve la quadrature que je cherche. Donc, c'est une méthode très remarquable. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de ramener le calcul de l'intégrale, le calcul numérique de l'intégrale évidemment, à un calcul de poids pour chaque méthode. Les poids ne dépendent que de oméga i. Pourquoi? Parce que je les calcule. Les poids ne dépendent que de n. Les poids oméga i ne dépendent que de n. Pourquoi? Parce que je fais mes calculs dans moins 1, 1. D'accord? Et ces calculs, on va les faire une seule fois. C'est-à-dire, on n'a pas besoin à chaque fois de refaire ces calculs. Ils sont connus dans la littérature. On sait que pour telle valeur de n, les poids vont être égaux à telle et telle valeur. Ils ne vont pas changer d'une situation à l'autre. Et donc, ça fait une méthode qui est très importante, la méthode Newton-Cotes, qui me permet de faire ce genre de calcul. Voilà. Donc, cette méthode-là, je sais que j'ai parlé donc de ça la dernière fois, mais c'est donc, à mon sens, nécessaire de redétailler donc, ces éléments-là. Donc, cette méthode-là, Newton-Cotes, c'est une méthode qui est très importante, mais avec des hypothèses. Quelles sont ces hypothèses? La première des choses, c'est que j'utilise un pas fixe. Parce qu'il y a d'autres méthodes qui utilisent des pas variables, HI. D'accord? Ici, c'est une discrétisation. Il y a d'autres méthodes qui utilisent des pas variables, c'est-à-dire je peux prendre le premier sous-intervalle d'amplitude H1, puis le deuxième d'amplitude plus grand, plus petit et H2 et ainsi de suite. Non, ici, la méthode de Newton-Cotes, elle utilise un pas constant, H égale B moins A sur N. Donc, c'est une méthode qui dépend que de N. Dès que j'ai N, je dis que je vais choisir N égale à 1, ça veut dire que j'aurai deux points x0, x1, j'aurai h égale à b moins a sur 1, donc c'est b moins a, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire j'ai a et puis b qui est a plus h. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc ici, je sais que je dois déterminer deux poids
oméga 0 et oméga 1. Je vais les déterminer comment? Je vais prendre n égale à 1, mais moins 1. Vous voyez le passage? Au lieu de x0 et x1, je vais utiliser θ0 qui est égal à moins 1 et θ1 qui est égal à 1. Je vais déterminer les deux polynômes de Lagrange, L0 de x, qui est égal à x moins 1 sur moins 1 moins 1. D'accord? C'est par rapport à θ0. Et L1 de x, qui est égal à x plus 1 sur 1 plus 1. Vous vérifiez donc bien sûr ce calcul doucement. Donc maintenant, vous devez être habitué à faire ce calcul. Et puis, j'ai la définition qui me dit que chaque poids sur moins 1, les poids sont calculés de la manière suivante. Oméga i égale à 1 demi, l'intégrale de moins 1 à 1, LI de x, dx. Évidemment, j'ai le L0 ici, donc je peux calculer oméga 0. J'ai le L1, je peux calculer le oméga 1. Et en prenant en considération 1 demi, je remplace ici L1 par exemple, c'est 1 demi. L'intégrale de L1, c'est l'intégrale de x sur 2. Donc c'est 1 demi fois 1 demi. L'intégrale de moins 1 à 1, x dx. Non, c'est x plus 1. Voilà. X plus 1. Donc, égal 1 quart. Ici, x, la primitive de x étant x au carré. X au carré de 1, c'est 1. X au carré de moins 1, c'est encore 1. Donc, il y aurait 0. Ça, vous le savez. N'importe quelle fonction paire, h, g, grand G, entre moins 1 et 1, entre moins a et a, est égal à 0. Parce que j'aurai g de 1 moins g de moins 1. Et comme c'est une fonction paire, g de 1 égale à g de moins 1 égale à 0. Donc c'est le cas ici. La primitive de x, c'est x au carré sur 2. C'est une fonction paire. Entre moins 1 et 1, c'est 0. Donc ce qui va me rester ici, c'est juste la primitive de 1 qui est x. Donc c'est 1 moins 1, c'est 2. Donc finalement fois 2 égale à 2 quarts égale à 1 demi. La même chose, oméga 0 va être égal à 1 demi. Et maintenant, j'ai mes poids oméga i. Je vais revenir à ma formule de base, à l'intégrale que je souhaite calculer, c'est-à-dire l'intégrale sur AB. Voilà, l'intégrale sur AB. F de x dx est égal à la quadrature, c'est b moins a sigma oméga i f de xi allant de 0 à 1. Et puis, les oméga i, ça c'est le plus important, les oméga i sont ces valeurs-là déjà calculées. Les xi, évidemment, on sait que c'est x0 c'est a et x1 c'est b. Donc, je vais pouvoir écrire la valeur AB, f de x dx. Bien sûr, parfois j'écris égal, mais c'est approximativement égal toujours. Égal à b moins a. Quoi ici? Oméga 0, f de x0, plus oméga 1, f de x1. Bon. B moins a. Oméga 0, nous avons trouvé 1 demi. F de x0, c'est f de a. Plus oméga 1, 1 demi. F de x1, c'est f de b. Bien sûr, vous pouvez donc remarquer ici que c'est h, b moins a, parce que n égale à 1. D'accord? H, f de a, plus f de b sur 2.
ou bien je peux laisser ici B moins A. Évidemment, ici, il n'y a aucune surprise, c'est la méthode du trapèze. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai que 2 points. Polynôme d'interpolation est un polynôme de degré 1, c'est une droite, donc c'est la méthode du trapèze. Et je peux faire la même chose pour n égale à 2 ou n égale à 3. Bon, n égale à 2, nous avons déjà parlé de n égale à 2. Si, on ne va pas faire les calculs, mais je vais juste vous parler de n égale à 3. Si je veux développer la méthode de Newton-Cotes pour n égale à 3. Donc, la première des choses, je dois calculer h est égal à b moins a sur 3. J'aurai x0 qui est égal à a, x1 qui est égal à a plus b moins a sur 3, x2 qui est égal à a plus 2 fois b moins a sur 3, et j'aurai x3 qui est égal à a plus 3 fois b moins a sur 3. Évidemment, je vais simplifier ici, ça va être b moins a. Je vais simplifier a et moins a, c'est exactement b. Donc, j'ai combien de points ici? J'ai 4 points. De x0 à x3. D'accord. Et de la même manière, là, c'est sur AB, évidemment. De la même manière, sur moins 1, 1. H, c'est 1 moins moins 1 sur 3. C'est 2 tiers. Donc, j'aurai θ0 égale à moins 1, θ1 égale à moins 1 plus 2 tiers, qui est égal à moins 1 tiers, θ2 qui est égal à moins 1 plus 2 fois 2 tiers, 4 tiers, qui est égal à 1 tiers, et θ3 qui est égal à moins 1 plus 3 fois 2 tiers, évidemment, ça va se simplifier, je vais obtenir 1. Donc, les points, les θi sont moins 1 tiers, 1 tiers et 1. Les oméga i, voilà. Pour les oméga i, j'ai besoin de li. Donc, je vais calculer L0 de x égale, c'est par rapport à θ0. Donc, c'est x moins θ1, voilà, plus 1 tiers, x par rapport à θ2, moins 1 tiers, x par rapport à θ3, moins 1. Tout ça divisé par moins 1 plus 1 tiers. Là, je calcule le polynôme de Lagrange. C'est quelque chose que nous avons déjà vu dans l'autre chapitre. Moins 1, moins 1 tiers. Et moins 1, moins 1. Voilà, je vais ordonner ce polynôme, le développer, l'ordonner. Et puis, je vais venir pour calculer oméga 0. Je vais écrire oméga 0 égale à 1 demi l'intégrale de moins 1 à 1 de L0 de x, dx. Évidemment, je vais pouvoir calculer, j'ai L0, je vais pouvoir calculer L0. Pareil pour oméga 1, pareil pour oméga 2, pareil pour oméga 2, pareil pour oméga 3. Et je vais revenir à la fin pour écrire que l'intégrale de a à b f de x dx est égale à quoi? B moins a, la sommation des oméga i f de xi. Donc, c'est B moins A, et j'aurai oméga 0 f de A, plus oméga 1 f de x1. x1, c'est quoi? C'est A plus H. Oméga 2 f de quoi? De A plus 2H. Et oméga 3 qui est multiplié par f de B. Bien sûr,
je peux ici remplacer h par b moins a sur 3 et ajuster cette écriture et la même chose ici. Mais j'aurai cette méthode, d'ailleurs c'est un exercice que nous allons travailler dans TD, c'est la méthode dite méthode de Simpson 3/8, parce qu'il y a deux méthodes de Simpson. D'accord? Méthode de Simpson 3 sur 8. Nous allons voir pourquoi 3 sur 8. Ben, en fait, parce que on trouve des coefficients, des poids égaux à 3 sur 8. Donc voilà cette méthode de Newton-Cotes. Ben, il faut savoir justifier les étapes de calcul, faire le changement de variable affine. Hein, ça demande un peu plus de calcul. Ben, il faut s'entraîner sur ce changement de variable. Le faire dans le cas d'un intervalle AB quelconque, mais aussi dans le cas d'un intervalle 3, 5 par exemple, hein, parce que si je prends juste un intervalle bien déterminé 3, 5, j'aurai plus les A et les B, je dois faire des calculs qui dépendent de ce cas. Donc, voilà ce que je voulais donc rappeler par rapport à cette méthode de Newton-Cotes. Alors, du coup, nous avons parlé déjà aussi de l'ordre d'une méthode d'intégration. Nous avons dit, l'ordre d'une méthode d'intégration, c'est le degré du polynôme, le plus grand degré de polynôme qui nous donne une intégration exacte. Ça veut dire quoi une intégration exacte? Ça veut dire que la valeur approchée est exactement égale à la valeur réelle exacte. C'est lorsque je prends f, je ne prends pas f quelconque, mais je prends f un polynôme. Donc, l'ordre est m. Ça veut dire que la valeur exacte est identiquement égale à la valeur approchée, obtenue par une quadrature. Bon, une méthode pratique, ben, pour dire que l'ordre est m, il faut prendre f de x égale à x, juste x, un polynôme de degré m, mais ce n'est pas nécessaire de considérer un polynôme de degré m avec puissance m-1, m-2, parce que nous allons voir que ce n'est pas nécessaire, parce que c'est la méthode, pour que la méthode soit d'ordre m, elle soit aussi exacte pour tout l'ensemble des polynômes de degré inférieur. On ne peut pas trouver donc un polynôme avec l'ordre 5, mais avec pour x égale à 2, pour m égale à 2, j'ai deux valeurs différentes. Ce n'est pas possible. L'ordre, c'est le plus grand degré qui nous donne l'égalité. Donc, ça veut dire que tous les autres degrés, nous avons l'égalité. Donc, ça ne sert à rien de prendre un polynôme avec x à la puissance m, x à la puissance m-1 et ainsi de suite. On prend juste un monôme. En fonction de x à la puissance m. Je vais dire que la méthode est d'ordre m. Si je prends les deux cas, f de x égale à x à la puissance m, et g de x égale à x à la puissance m plus 1, et je trouve que j'ai l'égalité pour f, l'égalité parfaite pour f, et je n'ai pas l'égalité pour g. Donc, dans ce cas, c'est une méthode d'ordre m. Si nous n'avons pas de données supplémentaires, en particulier, nous allons voir que pour la méthode de Newton-Cotes, nous avons des données. Si nous prenons une méthode d'intégration quelconque, comment nous allons trouver l'ordre de cette méthode? Tout simplement, nous allons commencer à partir de 0. Puis, nous allons calculer la valeur exacte, voilà, avec f de x, et nous allons calculer la valeur approchée. Voilà, exactement ça. Ici, c'est la quadrature. Donc, je vais prendre degré égal à 0, c'est 1. Je vais calculer la valeur exacte. Ici, c'est b moins a. Et je vais calculer la valeur approchée ici. Tout dépend de oméga i. Ça dépend de quelle méthode, parce que à la fin de chaque méthode, nous avons une quadrature. Je vais remplacer ici et je vais comparer. Si c'est égal, je vais avancer. Si c'est différent, je vais m'arrêter et dire, bon, ce n'est pas possible que ce soit différent pour le premier cas.
Deuxième cas. Je vais prendre m égale à 1. Donc, je vais prendre quelle fonction ici? La fonction test que je vais utiliser, c'est x, un polynôme de degré 1. Ce n'est pas nécessaire de prendre ax plus b. C'est ce que j'ai expliqué dans la remarque tout à l'heure. Il faut juste prendre une fonction, un polynôme constitué d'un monôme, c'est-à-dire x à la puissance. Donc, 1, x, je vais calculer ici la valeur, je vais remplacer f de x par x, la primitive c'est x au carré sur 2, donc c'est b au carré sur 2, moins a au carré sur 2. Ce n'est pas nécessaire d'écrire ça parce que je peux calculer la valeur directement et obtenir une seule valeur finale ici et mettre la valeur. Puis, je vais calculer avec la quadrature. Et je vais, bien sûr, par rapport à la quadrature ici, à chaque fois, c'est seulement ce terme qui va changer. Les oméga, ils sont constants et les b-a aussi. Donc, voilà, à chaque fois, je vais recalculer les f de xi. Même les xi sont constants, attention. C'est une méthode, donc il est bien défini. On ne change pas l'intervalle, on ne change pas la fonction, les xi, on ne change pas les poids. C'est juste par rapport à différentes fonctions. Je fais l'évaluation par rapport à différentes fonctions. Et je vais continuer. D'accord? Jusqu'à m. Je suppose que je vais trouver encore l'égalité ici. Je vais encore vérifier pour m plus 1. Et je trouve que c'est différent. Évidemment, là, je vais revenir pour dire, l'ordre de cette méthode, c'est m. Vous pouvez me dire, c'est énorme de faire tous ces calculs. Oui, sauf que pour les méthodes, surtout la méthode Newton-Cotes que nous avons étudiée ici, il y a une propriété importante. Mais généralement, deuxième remarque, généralement, les méthodes habituelles sont d'ordre, donc on va dire, qui ne va pas dépasser n ou n plus 1. C'est-à-dire, si j'utilise n égale à 2, je sais que l'ordre va être au 2, au 1, d'accord, au 2, au 3 grand maximum, par exemple. Mais c'est donc dans les limites. D'ailleurs, cette question d'ordre et de précision, nous allons voir vers la fin de ce chapitre, on aimerait bien obtenir des méthodes qui sont plus exactes, qui ont un ordre donc plus important. Mais c'est la méthode que nous avons, c'est de vérifier successivement à partir d'un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante, puis x carré, puis x3, et ainsi de suite. Jusqu'à trouver donc là, pour la première fois que la valeur exacte et la valeur rapprochée ne sont pas identiques, et là, s'arrêter et dire, voilà, l'ordre, c'est l'avant-dernière valeur. Mais pour la méthode de Newton-Cotes, nous avons quand même une propriété importante qui va nous aider dans ce sens. Cette propriété donc importante, il nous dit que, là, voilà, je pense que nous avons déjà parlé de ça, la méthode rectangle à droite à gauche a pour ordre 0, c'est-à-dire il ne donne des valeurs identiques que lorsque la fonction est une fonction est un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une fonction constante. Un point milieu, c'est de degré 1. Trapèze, c'est d'ordre 1, c'est-à-dire il donne la valeur identique pour un polynôme de degré 1. Mais Simpson, ça c'est intéressant, n égale à 2, c'est une méthode d'ordre 3 quand même. C'est-à-dire qu'on va trouver donc deux valeurs identiques pour 0, pour 1, pour 2, pour 3, et non pas pour 4. Et donc là, la méthode de Newton-Cotes, en fait, nous pouvons utiliser donc cette propriété qui est générale. Lorsque n est impair, l'ordre de la méthode est n. Je vais utiliser Newton-Cotes avec n égale à 5. Je sais que l'ordre va être égal à 5. D'accord? Donc, je vais vérifier juste 5 et 6. Je vais développer les calculs pour n égale à 5, x à la puissance 5. Je vais trouver que c'est identique. Je vais développer les calculs pour 6 et je vais trouver que c'est différent. Et lorsque n est pair, l'ordre est n plus 1. Par exemple, ici 2, donc l'ordre est 3. Si je prends 4, l'ordre va être égal à 5. Donc,
la méthode de Newton-Cotes, on sait que l'ordre, c'est soit n plus 1. Donc, lorsque je choisis n, pour faire donc, pour appliquer la méthode de Newton-Cotes, je sais que si immédiatement je dois vérifier l'ordre, ben, je vais vérifier juste pour n et n plus 1 et déduire l'ordre sans refaire l'ensemble des calculs depuis m égale à 0. Bien. Alors, maintenant, les méthodes composites. Alors, les méthodes composites se basent généralement sur le même principe, qui est donc qu'on va appliquer dans différents cas. Mais le principe, il est le même. J'ai un intervalle, d'accord? J'ai un intervalle AB. Je veux calculer l'intégrale de A à B f de x dx. Je peux appliquer une méthode d'intégration. Une méthode d'intégration numérique, peu importe laquelle, sur AB. Là, je parle d'une méthode, tout ça, c'est une méthode simple. Pourquoi? Simple, ça veut dire c'est la nature de la méthode. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de calcul ou autre. Non, c'est une méthode simple. Pourquoi? Parce que j'applique la méthode sur AB. La méthode composite, par contre, au combiné, d'accord, on dit que méthode composite au combiné, c'est une méthode qui est différente. Pourquoi? Alors, je considère l'intervalle AB, mais dans l'intervalle AB, je considère une discrétisation. D'accord? Et je vais choisir une méthode, n'importe laquelle, et je vais l'appliquer sur l'intervalle, sur les intervalles élémentaires, et non pas sur AB. D'accord? Donc, si j'applique directement la méthode sur l'intervalle AB, c'est une méthode simple. Mais là, pour obtenir une méthode composite ou bien combinée, je vais d'abord écrire AB f de x dx. C'est quoi? C'est l'intégrale de x0 à x1 plus jusque l'intégrale de xn moins 1 à xn, relation de Chasles. J'ai décomposé l'intégrale de A à B sur des intégrales de x et i plus 1. Et sur chaque intervalle, j'utilise une méthode simple. Bien sûr, c'est la même méthode. Je ne peux pas appliquer ici une méthode trapèze, la méthode rectangle. Je fais mon choix et je l'applique sur cet intervalle, mais d'une manière simple. C'est-à-dire, j'applique la formule sur l'intervalle x0, x1. Et tout ça, cette somme, va me donner une formule. Ce calcul, je ne vais pas le faire je ne vais pas le détailler à chaque fois dans les calculs. Notre objectif, c'est d'obtenir une formule qui va être la formule composite d'une méthode. Bon, j'ai ici utilisé juste x0, x1, mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes qui demandent beaucoup plus de points. Il y a des méthodes, Simpson par exemple, on l'utilise, on l'applique sur 3 points. Donc, je ne peux pas dire x0, x1, Simpson sur 0. Donc, je vais généraliser cela en disant une méthode composite, c'est d'écrire l'intégrale de AB de f de x dx comme étant une somme des intégrales de xi à xi plus j. D'accord? C'est-à-dire, je peux prendre j égale à 1, j'aurai, attention, j ici, c'est en indice. D'accord? C'est en indice. Donc, xi plus j. Donc, si je prends j égale à 1, ben, je vais retrouver ça, x0, x1. Mais je peux prendre j égale à 2. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de 3 points par exemple, et non pas de 2. Méthode Simpson. Donc, cette sommation, avec une dernière valeur ici, c'est n. Donc, f de x dx. Et là, j'applique la méthode simple. Et j'aurai une formule.
Quel est l'exemple que nous avons déjà vu? C'est la méthode des trapèzes. Rappelez-vous la différence entre la méthode du trapèze et la méthode des trapèzes avec S. Nous avons fait quoi? Nous avons considéré l'intervalle AB. Nous l'avons discrétisé avec xi égale à A plus IH. Et nous avons dit que l'intégrale de A à B, c'est x0, x1, plus x1, x2, jusqu'au xn-1 B, qui est xn. x0, c'est A. D'accord? C'est la relation de Schall. Et puis ici, nous avons fait quoi? Nous avons utilisé la méthode du trapèze, c'est-à-dire un seul. Et puis, nous avons appliqué la formule ici et là, et nous avons fait la somme pour obtenir une formule composite. Évidemment, la somme ici, c'est quoi? C'est H f de x0 plus f de x1 sur 2, trapèze, plus H f de x1 plus f de x2 sur 2, plus jusque h f de xn-1 plus f de xn sur 2. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et puis, nous avons remarqué que là, nous avons f de a qui est f de x0 qui figure une seule fois, f de xn qui est f de b figure une seule fois, mais nous avons, par exemple ici, f de x1, f de x1. F de x2, on sait qu'il y aurait f de x, c'est-à-dire chaque valeur à l'intérieur de l'intervalle va figurer dans deux trapèzes. C'est pourquoi nous avons dit que c'est h sur 2, f de a, plus f de b, premier et dernier point, plus h, f de xi. La somme de quoi? De i allant, c'est pas 0, c'est 1, jusqu'à n-1, tous les points qui sont à l'intérieur. Et c'est l'exemple même de ce qu'on appelle une méthode composite. C'est-à-dire après, lorsque j'ai cette méthode, c'est sigma ici. Je ne vais pas refaire ce calcul. Non, je veux appliquer la méthode composite pour n égale à 10. Je vais calculer h, je vais déterminer les xi et je vais écrire la formule et remplacer directement. C'est ce qu'on appelle une méthode composite. Mais pour chercher la formule, on doit comprendre qu'il s'agit d'une discrétisation, puis de l'application de la relation de Schall, puis donc d'essayer de regrouper tous les éléments pour obtenir une formule consistante que vous pouvez donc utiliser par la suite. Bien. Alors, nous allons parcourir un petit peu rapidement les méthodes composites. Alors, rectangle à gauche. Voilà. Je veux obtenir une méthode composite des rectangles à gauche. Évidemment, la méthode, elle est la même. Bon. J'ai ici, on va dire, voilà, notre repère. J'ai donc une fonction. Je veux calculer cette intégrale. Bon, on va dire que c'est comme ça. Et alors, je vais utiliser une méthode composite. Bien sûr, une méthode composite, elle dépend de n. Si je change n, là, évidemment, tout va changer. Parce que n, c'est le n qui détermine h égale à b moins a sur n. Maintenant, je vais déterminer les xi. Chaque xi est égal à a plus ih. Donc, j'aurai ici x0, j'aurai là x1, xn, j'aurai ici quelque part x1, x2 et ainsi de suite. La relation de Schall, elle est toujours la même. Ici, je vais utiliser la méthode la méthode composite des rectangles à gauche. Je sais que pour la méthode de rectangle, j'ai besoin de 2 points. Rectangle à gauche ou à droite, j'ai besoin de 2 points. Donc, j'ai besoin de 2 points. Les 2 points sont xi
et xi plus 1, sur chaque intervalle, je vais appliquer la méthode rectangle à gauche. Donc, je vais écrire je vais écrire que l'intégrale de a à b f de x dx est égale sigma de i égale à 0 jusque n-1, l'intégrale de xi plus 1 dx, f de x dx, bien sûr. Faites très attention ici au choix des bornes, des indices. Je commence i à 0, i à 0, je ne peux pas le faire n ici. Je ne peux pas dire c'est la somme de 0 à n. Là. Parce que je vais commencer à 0, j'aurai 0, 1, 1, 2, 2, 3. Donc, je sais que lorsque j'ai ici n-1, j'aurai là n. Ça va? Donc, j'arrive à B et c'est le dernier point. Maintenant, je peux écrire cette même sommation, et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Je peux écrire cette même sommation comme étant somme i allant de 1 jusqu'à n. Dans ce cas, je ne vais pas écrire xi ici, mais je vais écrire xi moins 1 jusqu'à x et jusqu'à xi f de x dx. D'accord? C'est exactement la même chose, mais écrit, représenté de deux manières différentes. Ici, je commence à 1, i, le compteur i, le rôle de i ici, c'est qu'il me permet de compter. Je peux le remplacer par j, je peux le remplacer par k, ce que je veux. Si je commence à 1, j'aurai ici 1 moins 1, c'est 0. Et je sais que pour obtenir la relation de Schall, je dois toujours commencer par A et finir par B. Donc ici, x, si je considère 0, i à partir de 0, ça ne peut pas passer parce que j'aurai x moins 1. X moins 1, ça n'a pas de sens. Si je commence i par 2, j'aurai x2 moins 1, c'est 1. Ce n'est pas possible parce que je dois commencer par a qui est x0. Donc, ça dépend du choix des bornes ici. La sommation, il faut faire très attention à cette correspondance. Donc ici, je vais utiliser la première écriture. Voilà, celle-là. Donc, je veux utiliser la méthode composite. Méthode composite. Rectangle à gauche. Si vous vous rappelez de la méthode de rectangle à gauche, l'intégrale de a à b, f de x dx, elle est remplacée par h qui est b moins a, qui est remplacé par b moins a, fois f de a, rectangle à gauche. Je considère le premier point. Donc ici, rectangle à gauche simple sur l'intervalle xi plus 1, celui-là. D'accord? F de x dx. Là, c'est rectangle à gauche, mais simple, parce que je l'utilise directement sur l'intervalle. Je ne vais pas subdiviser. Donc ici, c'est quoi? C'est xi plus 1, b moins a, moins xi. Voilà. Multiplié par f de xi. Sauf que je dois remarquer que xi plus 1 moins xi, c'est h. Je peux, c'est l'amplitude d'un intervalle. Je peux, si je veux faire les calculs, je vais écrire a plus i plus 1h moins a plus ih simplifié et obtenir h. C'est h. Donc finalement, cette sommation, qui est l'intégrale de a, b, f de x dx, va être quoi? Va être la sommation de i allant de 0 jusqu'à n moins 1, de quoi? De h f de xi. Voilà cette méthode, donc, de rectangle à gauche. Évidemment, je peux l'écrire avec cette deuxième
équation ou égalité, c'est exactement la même chose. Égale sigma i allant de 1 jusqu'à n, mais de h f de xi moins 1. On doit comprendre que c'est la même chose. C'est juste l'indice qui diffère, mais le premier point dans les deux cas, c'est f de x0. Le dernier point, c'est pas f de b, mais c'est f de xn-1, parce que c'est les rectangles à gauche. D'accord? Les rectangles à gauche, je reviens sur la figure, il consiste à faire quoi? Rectangle à gauche. Donc, j'aurai ce premier intervalle, je vais faire comme ça. Rectangle à gauche. Puis, le deuxième, rectangle à gauche. Une fois ici, l'avant-dernier point, rectangle à gauche. Je ne peux pas dire que j'aurai f de xn. Ce n'est pas possible parce que ça dépasse b. Donc, les rectangles à gauche, je commence par le premier point A, je termine par l'avant-dernier point, xn-1. Et nous allons voir que pour rectangle à droite, ça va être le contraire. Je commence par x1, parce que dans ce cas, je ne considère pas le point à gauche, mais je considère le point à droite, c'est-à-dire comme ça. D'accord? Encore comme ça. Ben, je ne peux pas utiliser le premier point, parce que j'aurai ici rectangle qui sort de l'intégrale AB. Donc, c'est les deux cas. Mais chaque méthode composite, on peut l'écrire à l'aide de plusieurs formules. Il faut comprendre donc la méthode. C'est la méthode simple utilisée dans chaque intervalle et avec un bon choix des intervalles. Donc, c'est ce que nous avons dit. C'est la somme de 0 à n-1 de xi, xi plus 1. Donc, on trouve hfxi. Xi, c'est f de a plus ih. Rectangle à droite, c'est la même chose, c'est la même somme, sauf que ici, la méthode de rectangle à droite, ici, ce n'est pas f de xi, mais c'est f de xi plus 1. Donc, j'aurai ici f de i allant de 0 jusqu'à n-1, h de f xi plus 1, que je vais écrire ici. Si je veux écrire la somme à partir de 1, ben, je vais écrire h de f xi et pas xi plus 1 ici. Pourquoi? Parce que je vais commencer par 1, j'aurai x1, x2, premier rectangle, point à droite, c'est exactement x1 et donc jusqu'à xn. Regardez, c'est la même chose, c'est la même quantité, mais écrite de deux manières différentes, donc d'où la nécessité de comprendre la méthode et non pas d'apprendre la formule. Hein? Bon, je sais que les étudiants essayent d'apprendre les formules, oui, ça peut aider, mais le plus important, c'est de comprendre comment ils sont construites ces méthodes. J'utilise la sommation à partir de 0 ou à partir de 1. Je dois savoir que la méthode composite rectangle à droite utilise les points qui sont à droite de chaque intervalle élémentaire. Donc, je dois commencer par x1 et non pas x0 qui est a, et terminer par xb qui est xn. D'accord? Ça, c'est pour rectangle à droite. Pour rectangle à gauche, je sais que je dois commencer par A qui est x0 et terminer par xn-1 et non pas par xn qui est B. Donc, voilà les deux premiers exemples, on va dire, élémentaires de méthode composite. Bien sûr, vous pouvez, quelqu'un peut poser la question, mais pourquoi ces méthodes composites? Ce qu'on gagne dans ces méthodes composites. Ce qu'on gagne dans ces méthodes composites, c'est l'approximation, c'est l'amélioration de l'approximation. Hein? Si j'utilise ici la méthode simple rectangle à droite ou à gauche pour l'intervalle AB, hein? Si je veux utiliser la méthode rectangle à droite, voilà, juste un instant pour que je puisse ajuster cette représentation. Voilà. Si je veux utiliser méthode rectangle à gauche sur AB, la méthode simple et non pas composite, je vais approcher l'intégrale qui est la surface comprise entre l'axe des abscisses, la droite x égale à A, la droite x égale à B et la courbe. Je vais
prendre cette valeur comme valeur rapprochée. Bien sûr, j'ai tout cette différence qui est là. D'accord? C'est l'erreur. Elle est importante. Maintenant, si je considère une méthode composite, vous voyez comment nous avons fait. Nous avons fait ça, genre d'escalier. Et donc, nous sommes à chaque fois plus proches de la courbe. Donc, l'erreur, elle est encore plus petite. C'est une meilleure approximation. Donc, les méthodes composites nous permettent d'améliorer la précision de l'intégration. Donc là, nous avons vu rectangle à droite, rectangle à gauche. Et pouvons poser la question, nous posons la question faite, quelle est donc la situation lorsque on veut utiliser rectangle au milieu ou bien point milieu. Vous savez, c'est la même méthode. Hein. Rectangle au milieu. Donc, la méthode rectangle au milieu consiste à faire quoi? À remplacer la méthode simple AB, f de x dx est égal à b moins a f de a plus b sur 2. A plus b sur 2, c'est le milieu. D'accord? Donc, en fait, si je veux représenter ici l'interprétation géométrique de cette méthode, c'est de considérer le centre ici et de construire le rectangle qui fait ça. Et c'est exactement cette approximation-là. D'accord? Cette approximation. Donc, bien sûr, c'est un rectangle. Cette dimension-là, c'est b moins a. Et cette dimension-là, elle correspond à f de a plus b sur 2. L'image du milieu, du centre de cet intervalle. D'accord? Donc, c'est la méthode dite point milieu ou bien rectangle au milieu. Donc, ça, c'est la méthode simple. Maintenant, je veux utiliser la méthode composite. Je vais donc considérer l'intervalle AB, discrétiser. Bien sûr, c'est une méthode composite pour une valeur donnée de n. H, c'est b moins a sur n. J'ai mes points de discrétisation. Maintenant, comment je vais développer l'intégrale AB f de x dx? Nous avons écrit tout à l'heure somme de l'intégrale de xi à xi plus 1, i allant de 0 à n moins 1. Voilà, f de x dx. Sauf que là, en choisissant cette écriture, on aura une petite difficulté. Laquelle? C'est que ici, on n'utilise pas xi, on n'utilise pas xi plus 1, mais on utilise le centre xi plus 1. D'accord? Bon, quand même, nous allons donc écrire ce que ça donne cette formule. Ce terme-là, je vais garder sigma, et allant de 0 à n moins 1. Ce terme-là, c'est en fait, c'est comme si j'ai ici xi, j'ai ici xi plus 1. C'est exactement la même chose. Je vais appliquer la méthode rectangle au milieu. Donc, je vais écrire b moins a, qui est xi plus 1 moins xi, f de quoi? De xi plus 1 plus xi sur 2. Voilà la méthode. A priori, je ne fais que remplacer. J'ai utilisé la relation de Schall pour écrire l'intégrale de AB comme la somme des intégrales sur des intervalles élémentaires xi, xi plus 1. Et j'ai appliqué la méthode simple. Je vais l'écrire ici. Ici, voilà. Point milieu simple. Mais sur l'intervalle xi, xi plus 1. D'accord? Donc, avec ce calcul-là, ce qu'il me reste à faire, c'est de déterminer est-ce que je peux simplifier ces écritures. xi plus 1 moins xi sont deux points consécutifs ici. Je peux faire ça de différentes manières. xi plus 1, c'est a plus i plus 1h, moins, entre parenthèses, a plus ih,
Là, c'est exactement h. D'accord? Nous l'avons déjà calculé. Et là, c'est f xi, voilà, plus xi plus 1. Bon, xi, je peux l'écrire, c'est a plus ih, plus xi plus 1, c'est a plus i plus 1 h, et tout ça sur 2. Donc, finalement, j'aurai i allant de 0 à n, h, j'aurai ici a plus a, 2a sur 2, c'est a, plus ih, et là j'aurai ih, 2ih sur 2, c'est ih, et j'aurai ici 1 h, h fois 1 sur 2, c'est h2. Bon, voilà une première formulation de cette méthode composite. Vous comprenez pourquoi j'ai ici a plus ai, plus a plus ih plus h sur 2. A, voilà. A plus ai, c'est xi. Ici, c'est xi plus 1. J'ajoute seulement h sur 2. Pourquoi? Parce que c'est le milieu qui m'intéresse, le centre de l'intervalle. D'accord? Donc, c'est une méthode, en considérant juste l'intervalle i plus 1, on doit s'attendre à ça, c'est que on ne va pas utiliser les points xi et xi plus 1, parce que dans la méthode point milieu ou bien rectangle au milieu, on utilise le centre de l'intervalle et non pas les extrémités. Et donc, les centres sont donnés respectivement par a plus ih plus h sur 2. Si i égale à 0, j'aurai a plus h sur 2. A plus h sur 2, c'est le centre du premier intervalle. Si i égale à 1, j'aurai a plus h, c'est déjà, je suis sur le deuxième, et plus encore h sur 2, je suis donc au centre. Et ça donne une méthode composite. Vous aurez exactement cette formule que nous avons trouvée tout à l'heure. A plus ih plus 1 demi-h. Donc, vous voyez que la même méthode peut être représentée écrite de différentes méthodes, mais il faut comprendre l'origine. L'origine, c'est la méthode de la relation de Schall avec donc des bornes bien choisies qui correspondent à A et B respectivement, avec l'application de la méthode simple sur chaque intervalle élémentaire. Bon, maintenant, nous allons voir peut-être un autre exemple. Méthode composée des trapèzes, nous l'avons déjà vu, il n'y a rien de particulier ici. Méthode de Simpson, Newton-Cotes pour n égale à 2. Vous savez, cette méthode, nous l'avons déjà vue plusieurs fois. AB de f de x dx égale à b moins a sur 6, f de a plus 4f du centre de a plus b sur 2, plus f de b. Les coefficients ici sont 1 sixième, 4 sixièmes, 1 sixième. Hein, je peux inclure le 1 sixième à l'intérieur pour obtenir la quadrature habituelle. Voilà, la quadrature habituelle ici. La quadrature habituelle, c'est pour la méthode dite de Simpson. Là, c'est la méthode Simpson, la première méthode de Simpson. Cette méthode, c'est aussi la méthode Newton-Cotes pour n égale à 2. Donc, n égale à 2, ça veut dire qu'il y a 3 points. Quels sont ces 3 points? C'est AB et le centre de l'intervalle AB. Donc, l'intégrale de A à B, f de x dx, est égale à b moins a, 1 sixième f de a, plus 4 sixièmes f de b, plus 1 sixième, pas f de b ici, attention, f de a plus b sur 2, plus 1 sixième f de b. Donc j'ai oméga 0, oméga 1, oméga 2. C'est oméga 0, c'est oméga i, je peux les calculer. En utilisant quoi? En utilisant les LI. D'accord? Les LI, les polynômes de Lagrange, qui correspondent à n égale à 2 sur l'intervalle moins 1, 1, évidemment, c'est ce que tout à l'heure, je vous ai montré comment faire les calculs pour n égale à 3. C'est la méthode dite méthode de Simpson 3/8. Là, c'est la première méthode de Simpson, d'accord?
et qui est donc la méthode, bon, avec les poids 1/6, 4/6, 1/6. Remarquons, rappelons la remarque de la dernière fois, les poids sont symétriques, c'est-à-dire la première valeur, c'est la dernière, la deuxième, c'est l'avant-dernière, et s'il y a une valeur au milieu, ben, bien sûr, il n'y aurait pas de correspondant. Mais les oméga i sont symétriques. La valeur du premier poids, c'est aussi la valeur du dernier, c'est 1/6, 1/6. Pour la méthode trapèze, c'est 1/2, 1/2. Il n'y a pas de milieu, de point milieu. Ici, il y a un point milieu, donc c'est 1/6, 1/6, et au milieu, c'est 4/6. Pour la méthode de Simpson, n égale à 3, on l'appelle 3/8, mais les poids, c'est 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. J'ai 4 poids, le premier, c'est le dernier, le deuxième, c'est l'avant-dernier, et il n'y a pas de point milieu, donc c'est bon. Voilà. Donc, cette méthode, c'est la méthode dite de Simpson. Maintenant, on veut obtenir la méthode de Simpson composite. Donc là, c'est pourquoi il est important de noter ça. Le point de départ, il est toujours le même. AP, AB, f de x, dx égale sigma. J'ai besoin ici de 3 points pour la méthode de Simpson. Donc, je ne peux pas utiliser xi, xi plus 1. C'est obligatoirement xi plus 2. J'ai un problème. C'est que si j'utilise xi, ça veut dire que je vais utiliser x0. Regardez ici. Alors, voilà. Je vais schématiser ici l'intervalle AB. Bien. AB. Je vais noter ici x0, x1, x2, x3, x4, x5 et x6. Voilà, pour bien illustrer cette situation. J'ai besoin de 3 points pour utiliser la méthode de Simpson. Donc, je ne peux pas considérer l'intervalle x0, x1. Je dois utiliser l'intervalle x0, x2. Donc, je peux écrire ici xi plus 2. Quelle est la difficulté avec cette écriture ou pourquoi cette écriture n'est pas bonne? Parce que je peux considérer ici par 0, c'est obligatoire, pour obtenir x0 qui est a. Mais pour i égale à 1, donc là, j'ai utilisé cet intervalle. Si je laisse ces écritures comme ça, j'aurai i égale à 1, je dois utiliser cette intégrale. Est-ce que c'est une vraie relation de Schall? Évidemment, non. La relation de Schall, c'est que je commence par x0, la borne de la première intégrale se termine à x2, l'intégrale suivante doit commencer à x2. Et là, si je laisse les choses comme ça, j'aurai i égale à 0, xi, i égale à 1, ben c'est x1. Donc, ce n'est pas possible. Alors, pour remédier à cela, je vais faire quoi? Je vais faire, au lieu de i ici, je vais prendre 2i. Pour commencer toujours avec un nombre, avec une valeur, avec un indice pair. Donc, je vais commencer par 0, puis par 2, puis par 4, puis par 6, et ainsi de suite. Évidemment, ici, je vais dire c'est 2i plus 2. Donc, comme ça, j'aurai, regardez cette sommation, 0, 2, ça c'est i égale à 0, plus i égale à 1, c'est 2, 2 fois 1 c'est 2, 2 fois 1 c'est 2, plus 2 c'est 4, plus, lorsque i égale à 2 c'est 4, i égale à 2, 2 fois 2, 4 plus 2, 6, et voilà, je vais pouvoir appliquer la relation de Schall, et chaque intervalle contient 3 points. Le premier c'est 0, 1, 2, le deuxième c'est 2, 3, 4, le quatrième c'est 4, 5, 6, et bien sûr, ici c'est x0, attention, x0, x2, x2, x4, x4, x6. Voilà, comme ça j'ai ici le centre x1, j'ai ici le centre x3, et j'ai ici le centre x5. Reste
quelque chose d'important. Il faut bien déterminer la borne ici. La borne ici, comment je vais la déterminer? Si cette borne est coulomb, il faut que 2 fois coulomb plus 2 égale à n. Voilà, 2 fois coulomb. Lorsque j'arrive, dernier point, ici. Regardez, le premier, je vérifie ici. Donc la borne inférieure. Pour le dernier point, je vérifie la borne supérieure. Pourquoi? Parce que ça a une relation avec A et B. Je dois commencer par A et finir par B. Donc, si je note coulomb ici, ça c'est pour les étudiants qui ont peut-être quelques difficultés ici, qui n'arrivent pas à déterminer le coulomb, je note coulomb ici, à la place de I, je remplace, ça fait 2 coulombs plus 2, qui doit être égal à N. Le dernier point, de la dernière borne de l'intégrale doit être N. Donc, j'aurai coulomb égale à N-2 sur 2. Mais quand même, il y a une remarque importante ici. Est-ce que ce calcul est possible pour n'importe quelle valeur de n? Non, parce que coulomb doit être un entier. Regardez ici, c'est un compteur. C'est l'indice i, juste son rôle, c'est de compter. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je ne peux pas prendre une valeur décimale ou fractionnaire. Même que je i ou coulomb ou à 3/2, 5 quarts, ou ainsi de suite. Donc, le problème qui se pose ici, si n est pair, je n'aurai pas de problème. N est pair, donc n sur 2, c'est un entier. 2 sur 2, c'est 1, donc un entier moins 1, bien sûr. N doit être supérieur ou égal à 2, c'est normal, parce que pour avoir 3 points ici, donc à partir de 2, ça ne pose pas de problème, j'aurai 0. À partir de 4, j'aurai 4 moins 2, 2 sur 2, c'est 1, et ainsi de suite. Donc, il n'y aurait pas de problème par rapport à ça. Le problème se pose pour les impairs. Alors, ça, c'est la particularité des méthodes composites. Il se peut qu'il y ait des conditions sur n. Ce n'est pas toujours possible de constituer une méthode composite avec n'importe quelle valeur de n. Ici, en fait, la condition, c'est que n doit être pair. D'accord? Ça, c'est très important de le retenir. Donc, ici, c'est ce que nous avons trouvé. Et puis, je vais appliquer la méthode de Simpson simple sur chaque intervalle. Bon, je vais écrire ici la sommation i allant de 0 jusqu'à n-2 sur 2, ou bien je peux écrire n sur 2 moins 1, c'est pareil. Et n est les supposés pairs. De quoi? De xi, de x2i, x2i plus 2, f de x dx. Maintenant, je vais garder la sommation ici et je vais développer la méthode de Simpson simple. J'aurai 1/6 f de x2i plus 4/6, c'est la méthode de Simpson simple. F de quoi? x2i plus x2i plus 2 sur 2, le centre. On va voir, cette valeur est égale à combien? J'applique directement, d'une manière un peu normale et standard, la formule. Plus 1/6 f de x2i plus 2. Voilà la première application de l'offre. Bien. J'aurai ici, ce point-là nécessite un intérêt particulier. x2i plus 2. Je vais le mettre ici. x2i plus 1, x2i plus 2. Ici, c'est h et là, c'est h. Donc, c'est x2i plus 2 sur 2. Tout ça, c'est exactement
x de z plus 1. C'est le centre. Voilà. Et donc, regardez la formule que j'ai. Pour chaque intervalle, j'ai f de 2z, x de z, f de x de z plus 1 et f de x de z plus 2. Et le problème qui va se poser, c'est pas un problème, mais la remarque qu'il faut faire, c'est que j'ai des points qui vont être utilisés deux fois. Quels sont ces points? Ben, revenons à l'intervalle de tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais appliquer la première méthode simple ici, la deuxième ici, la troisième là. Donc, vous voyez que ce point-là est utilisé deux fois. Ce point-là est utilisé une seule fois. Ce point-là est utilisé deux fois. Ce point-là va être utilisé deux fois, et ainsi de suite. Bon, celui-là, il est aussi utilisé deux fois. Voilà. C'est le premier, il est là. De x0 à x2. Donc, j'ai x0 qui est utilisé une fois, x2 qui est utilisé deux fois, x4 qui est utilisé deux fois, et ainsi de suite. Et n'oublions pas que x1 est utilisé une fois. x3 est utilisé une fois, c'est les centres. x5 est utilisé une fois. Quels sont les coefficients de ces points-là? Quels sont les coefficients de ces points-là? Quels sont les coefficients de ces points-là? Ça, c'est important. Les coefficients pairs, c'est 1 sixième. Les coefficients impairs, c'est 4 sixièmes. D'accord? Et donc, on regroupe tous ces éléments-là pour obtenir cette formule qui nous dit ben, H sur 3. H, c'est le pas de discrétisation. F de A, il est utilisé une seule fois le premier point, donc il est là. F de B, le dernier point, il est utilisé une seule fois. Et nous avons des termes, les termes qui sont utilisés avec un sixième. Donc là, je peux mettre un sixième et enlever ces deux ici. Les termes utilisés une fois, c'est les termes pairs, A, 2J. Et les termes utilisés deux fois, c'est les termes avec le coefficient 4, utilisés une fois, c'est le centre des intervalles, c'est avec des termes et des indices impairs. Donc, nous obtenons cette formule qui est quand même une formule importante, d'accord, et qui fait intervenir A, B, les points de discrétisation pairs avec un coefficient 2 et les points de discrétisation impairs avec un coefficient 4. D'accord? Pourquoi c'est les poids de la méthode de Simpson qui sont 1 sixième, 4 sixième et 1 sixième. Voilà. Donc, vous voyez déjà, pour n égale à 2, la méthode devient à être un peu plus difficile. Bah, imaginez, pour n égale à 3, pour n égale à 4, c'est un domaine de recherche, de chercher ces formules composites, de les proposer, mais il devient de plus en plus difficile. Voilà. Donc, pour terminer ce chapitre, nous avons deux éléments à dire par rapport à l'erreur et par rapport à l'amélioration de l'intégration. Regardez, c'est la même chose que nous avons fait pour l'interpolation. Les méthodes de calcul d'interpolation, les techniques de calcul, puis l'erreur, puis comment améliorer l'interpolation. C'est exactement la même chose. Les méthodes d'intégration, nous avons des méthodes simples et des méthodes composites ou bien combinées. Et nous avons aussi comment évaluer l'erreur et comment améliorer donc les méthodes de calcul d'intégration. Donc l'erreur, c'est la valeur exactement la valeur rapprochée. C'est quelque chose qui est plus simple, c'est la définition de l'erreur d'une manière générale. La valeur exacte, c'est l'intégrale de a p f de x dx. La valeur rapprochée, c'est l'intégrale du polynôme d'interpolation. Ben, bien sûr, c'est la valeur absolue ici, c'est une erreur, donc on veut toujours qu'elle soit donc positive. Et une propriété de l'intégration, c'est que la linéarité d'abord me permet de regrouper les deux intégrales. Ça me fait f de x moins p de x dx, entre parenthèses f de x px. Mais une propriété de l'intégrale me dit que la valeur absolue de l'intégrale d'une fonction g de x est toujours inférieure ou égale à b, valeur absolue de g de x dx.
Voilà, c'est une propriété élémentaire de l'intégrale que vous avez déjà rencontrée sans doute. Et donc, l'erreur, j'aurai ici valeur absolue de f de x moins p de x dx. Seulement, il ne faut pas oublier que f de x moins px, c'est quoi? C'est l'erreur de l'interpolation. Et donc, voilà, c'est tout à fait normal qu'il y ait une relation entre l'erreur d'interpolation et l'erreur d'intégration. Pourquoi? Parce que la fonction f est remplacée par son polynôme d'interpolation. Donc, l'erreur qui est commise entre f, l'erreur qui est entre f et son polynôme d'interpolation, va être aussi va intervenir dans l'erreur de l'intégrale. Ce n'est pas la même, évidemment, parce que c'est l'intégrale. Bon, une méthode, il y aura plusieurs. Une méthode, c'est de majorer f de x moins p de x. Pourquoi? Par le sup. Je prends la plus grande valeur de l'erreur ponctuelle, parce que l'erreur d'interpolation, elle dépend de x. Je prends le sup de f de x moins p de x, ça devient une constante. Je peux le faire sortir de l'intégrale, et ce que va me rester, c'est l'intégrale de a à b dx, donc c'est b moins a. Voilà, ça c'est l'autre. Mais nous allons voir qu'il y a d'autres méthodes. Je peux remplacer f de x moins p de x par sa majoration que nous avons vu dans l'autre chapitre et calculer l'intégrale. Et voilà, ça nous donne plusieurs méthodes pour trouver une majoration de l'erreur d'intégration. Bon, à titre d'exemple, voilà ce qu'on donne, les formules. Rectangle au milieu, b moins a sur 2 sur 3 égale à f seconde. Eta, n'oubliez pas ce que nous avons vu auparavant. L'erreur égale, et puis on fait la majoration. Bien sûr, on ne va pas utiliser f seconde d'état parce que nous n'avons pas aucune valeur ici. Donc, on va remplacer f seconde par sup de f seconde sur l'intervalle AB. Donc, nous avons deux formules pour chaque méthode, soit simple, soit combinée avec n, parce que lorsque la méthode est combinée ou bien composite, elle dépend de n. Et nous avons donc des erreurs. Regardez la méthode de Simpson. B moins A sur 2 à la puissance 5. Là, c'est H à la puissance 5. Moi, je voulais décrire B moins A pour que ce soit clair pour vous. Normalement, dans les formules, vous avez trouvé H. C'est H. B moins A sur 2, c'est H. H à la puissance 5 sur 90. La dérivée d'ordre 4. D'accord? Donc, c'est pour évaluer l'erreur, il faut calculer jusqu'à la dérivée d'ordre 4, sinon 5, pour déterminer le sup et obtenir l'erreur. Pour la méthode composite, c'est autre chose. Donc, voilà les formules que nous allons essayer d'appliquer sur quelques exercices pour qu'on puisse donc comprendre. Dernier point ici de ce chapitre, c'est comment améliorer l'interpolation, l'intégration. Vous savez, nous avons vu dans le chapitre de l'interpolation que cette méthode de discrétisation, oui, il est simple, il nous permet d'obtenir des résultats, mais il ne nous donne pas la meilleure approximation. Et nous avons vu dans l'interpolation que utiliser les racines de polynômes de Chebyshev est une meilleure méthode pour déterminer les points qui nous donnent la meilleure approximation ou la meilleure interpolation. Ici, c'est la même chose. La discrétisation, il nous donne des méthodes simples, oui. Facile à appliquer, on peut faire sans problème, des méthodes qui sont là, qu'on peut utiliser sans beaucoup de calculs, en calculant juste les poids à chaque fois, en calculant les poids une fois et en remplaçant dans les différents intégrales. Mais ça ne donne pas une meilleure approximation. Pourquoi? L'ordre ici, au maximum, il est égal à n plus 1. C'est ce que nous avons vu. L'ordre, il est soit n plus 1. Donc, pour obtenir une méthode qui est d'ordre 6, il faut prendre un polynôme d'interpolation de degré 6 ou 7, de degré 5 ou 6, chose qui est énorme. Donc, ici, nous allons voir une méthode, au moins un exemple d'une méthode qui nous permet d'améliorer la précision. Cette méthode, c'est un théorème qu'on ne va pas le démontrer, d'accord, mais c'est un résultat important qui nous dit qu'il existe un choix et un seul, c'est un théorème très intéressant, des points xe et des points oméga i, de sorte que la méthode soit d'ordre 2n plus 1. Regardez, n plus 1 tout à l'heure, et là 2n plus 1. C'est-à-dire, si je prends n égale à 2, pour la première méthode, l'ordre il est soit 2, soit 3. Là, l'ordre va être 5. Donc, c'est une méthode qui est vraiment importante. Comment ils sont déterminés ces points x et y? Ils sont les zéros du polynôme dit de Legendre. D'accord? Nous allons voir ce que c'est. C'est les racines.
Pour l'interpolation, c'est la racine de la méthode de Chebyshev. Pour l'intégrale, c'est les racines de la méthode de Legendre. Et les poids oméga i sont donnés par plusieurs formules, en particulier la formule que nous allons voir donc dans le slide suivant. D'autre part, l'erreur, elle est calculée ici. Il n'y a pas de, avec bien sûr des conditions que la fonction soit suffisamment régulière pour pouvoir calculer la dérivée à l'ordre 2n plus 2. Donc l'erreur, c'est une constante qu'on peut calculer, multipliée par la dérivée d'ordre 2n plus 2 de xi. Un xi, il appartient à moins 1, c'est le fameux xi, il existe, donné par le théorème généralisé de Rolle, sur 2n plus 2 factoriel. C'est-à-dire que je peux majorer par sup de la dérivée d'ordre 2n plus 2 xi. Voilà. Alors, comment ils sont donnés ces xi? C'est les racines des polynômes de Legendre. Comment ils sont donnés ces oméga? Ils sont donnés par une formule que nous allons voir. Alors, les Legendre, les polynômes de Legendre sont définis par différentes méthodes. D'accord? Nous avons une relation de récurrence avec le L1C1, L0C1, L1CX, et cette relation de récurrence qui nous permet, double récurrence en fait, qui nous permet de déterminer le polynôme. D'accord? Les racines, on peut aussi formuler cette équation de cette manière et déterminer les racines. Bien sûr, ici, le travail avec les polynômes de Legendre sont des polynômes orthogonaux qui ont des propriétés remarquables, mais nous, ce que nous avons besoin, c'est de savoir calculer les premiers polynômes, c'est-à-dire L2, L3, L4, les utiliser sur des exemples, parce que là, les polynômes orthogonaux, c'est tout un sujet donc intéressant en mathématiques. Bien. Donc, voilà la formule des oméga. Oui, la formule des oméga, elle est donnée ici. Regardez comment elle est donnée. En fonction de polynôme de Legendre toujours et de la dérivée de polynôme de Legendre. Ça, c'est très important. Là, contrairement à la méthode de Newton-Cotes, nous n'aurons pas à calculer les oméga nous-mêmes à ce niveau-là, à votre niveau, de calculer les oméga i sont donnés par deux formules. Nous pouvons utiliser donc l'une ou l'autre pour pouvoir faire les calculs. Bon, il y a des propriétés importantes de polynômes de Legendre. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Il faut savoir déterminer les polynômes de Legendre, surtout pour n égale à 2, 3, 4, par exemple. Déterminer leurs racines, ça demande un calcul mathématique. Et puis, utiliser la formule donnant le poids pour obtenir la quadrature directement, sigma oméga i f de xi. L'exemple, nous avons L0 égale à 1, L1 égale à x. La formule de récurrence tout à l'heure nous permet de déterminer L2, qui est 1 demi 3x au carré moins 1. Donc, lorsqu'on veut utiliser un seul point d'intégration, c'est-à-dire x0, ben, la racine étant égale à 0, et le poids, on calcule avec la formule, on trouve 2. C'est-à-dire que l'intégrale va être b-a, sigma, il n'y a pas de sigma, il y a une seule valeur, 2 fois f de 0. Voilà, l'intégrale, lorsqu'on veut utiliser un seul point avec cette méthode de Legendre, nous allons écrire AB f de x dx égale b moins a, oméga 0 étant 2, f de 0. C'est tout. J'ai b, j'ai a, j'ai f, je remplace et je vais calculer cette valeur. Par contre, pour deux points d'intégration, donc j'aurai racine de 1 tiers et moins racine de 1 tiers. Les poids vont être pareils, oméga 0, oméga 1 égale à 1. Et donc, je vais pouvoir écrire la formule avec donc deux poids. Si je veux utiliser 3 points d'intégration, ça on peut vérifier, L3 on le calcule à partir de L2, de L1 et de L0. On aura cette formule pour L3. Les racines,
c'est 0 et moins racine de 3 sur 5 et racine de 3 sur 5. Et les poids, on les calcule de la même manière. Et regardez, les poids ils sont toujours symétriques, c'est-à-dire la première valeur étant identique à la dernière et la deuxième à l'avant-dernière. Et ça nous donne cette méthode. Autre que la méthode Newton-Cotes était au maximum, au mieux, d'ordre n plus 1. Là, c'est une méthode d'ordre 2n plus 1. Et nous avons aussi une formulation d'erreur. Voilà, c'est ce qu'on peut dire par rapport